Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour Florian. Oui, merci de m'indiquer dans le chat si tout le monde m'entend bien. Donc oui, de ce que vous dites, c'est bon. Donc je m'appelle Florian Barré, je suis responsable web marketing dans la société Seclud IT. Et aujourd'hui, avec Frédéric Donat, qui est le cofondateur de Seclud IT et le directeur technique, nous allons aborder le sujet du top 10 des meilleures pratiques de sécurité pour AWS. Donc le webinar va se dérouler de la façon suivante. Frédéric Donat, je vais lui laisser la parole pour aborder, pour expliquer en fait l'origine de la création de Seclud IT et présenter la société. Ensuite, il va aborder le top 10 des meilleures pratiques de sécurité pour AWS. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions sur la sécurité du cloud et de façon plus générale, toutes les problématiques de sécurité que vous pourrez rencontrer actuellement dans votre entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Donat. Oui, merci Florian. Merci pour cette introduction. Donc, pour me présenter brièvement, je travaille dans la sécurité et l'édition de logiciels notamment depuis plus de 20 ans maintenant, en ayant commencé par les briques un peu plus dures de cryptographie et après en déployant dans les couches applicatives et les plateformes à haute disponibilité. Voilà. Et les environnements aussi multitenants, donc partagés par plusieurs utilisateurs. Donc, comme l'a dit Florian, nous allons passer rapidement dans la durée du webinar. Malheureusement, nous ne pourrons pas aller en profondeur sur toutes les pratiques à Amazon et pour la sécurité de Amazon Web Services, mais au moins introduire les fondamentaux qu'on a regroupés sous 10 chapitres. Donc, premièrement, comme l'a dit Florian, je vais présenter un tout petit peu et brièvement la société. Donc, Seclud IT, c'est un éditeur de logiciels français basé dans le sud de la France, sur Sophia Antipolis, qui a été créé en 2011 avec l'objectif de démocratiser les meilleures pratiques en termes de sécurité pour toutes les entreprises, en fait, quelle que soit leur taille, et notamment avec l'arrivée des infrastructures cloud computing et de cette nouvelle façon de consommer l'IT et donc d'y appliquer la sécurité. Bon, pour faire simple en quelques mots, avec une infrastructure qui est hautement disponible et que l'on peut consommer à la demande, on a une modification des habitudes. On ne peut plus maintenant attendre que les administrateurs système, que les administrateurs sécurité fassent le tour, fassent l'étude de ce que l'on déploie, puisque immédiatement, en quelques clics, c'est le principe du cloud, on rend l'infrastructure disponible et utilisable et même consommable par les utilisateurs. Il faut donc que tout soit intégré et avec un très fort niveau d'automatisation. Alors, aujourd'hui, Seclud IT a des solutions, a une solution Elastic Workload Protector qui est pour les infrastructures cloud et hautement virtualisées. Donc nous supportons les plus gros comme Amazon Web Services, Azure, les modes on va dire en cloud privé comme OpenStack, CloudStack ou VMware et encore bien d'autres. Voilà pour la société. Pour cette introduction sur les 10 meilleures pratiques, je tenais à rappeler ici le partage de responsabilités entre le fournisseur de l'infrastructure cloud et l'utilisateur. On a clairement, très clairement,
on va dire deux niveaux. Le premier, qui est de la charge du responsable et du fournisseur de l'infrastructure cloud, c'est la sécurité du cloud en lui-même. C'est-à-dire les serveurs physiques, le stockage, les accès au data center, la sécurisation des réseaux, etc., des bases de données, tous les services de base que le fournisseur vous offre. Eh bien, la sécurité de ces services-là, c'est à sa charge. Donc, c'est lui qui va mettre en place toutes les bonnes pratiques, donc jusqu'au, on va dire, aux reconnaissances d'empreintes pour rentrer dans les data centers et au pare-feu, hein, pour essayer de faire simple. Après, tout ce qui est déployé dans cette infrastructure et dans cet environnement cloud, c'est à la charge du client. C'est-à-dire que le client va par exemple utiliser les services de base qui sont le calcul, le réseau et le stockage. Eh bien, c'est au client de lui-même gérer la sécurité de ces éléments-là. Donc, c'est à lui de prendre en compte les pare-feux de l'infrastructure qu'il déploie, donc de gérer ses règles. C'est à lui de prendre en compte sa gestion de calcul, de puissance de calcul, CPU, mémoire, de prendre en compte son stockage, donc l'encryption, les sauvegardes, les interconnexions, etc. Et c'est aussi à lui de gérer la sécurité de ce qu'il déploie en termes d'utilisateurs, d'accès sur le cloud. En effet, on en parlera un petit peu plus tard, mais on peut créer des utilisateurs dans la plateforme AWS, hein, et leur donner des droits d'accès. Alors ça, c'est évidemment à la charge de l'utilisateur, enfin du client, de gérer ses propres utilisateurs de son entreprise pour donner les accès nécessaires et suffisants à ses utilisateurs. Hein, ce n'est pas AWS qui gère ça pour le client. AWS fournit les outils ou les services qui permettent à l'utilisateur de configurer et de gérer sa propre sécurité. Donc c'est important, c'est un petit peu la base de la sécurité pour une infrastructure cloud. Alors maintenant nous allons passer sur le premier point où je reviens ici, c'est le contrôle d'accès. Alors en fait, lorsqu'on déploie une infrastructure chez Amazon Web Services, on a tous ces utilisateurs et ces utilisateurs qui vont devoir accéder à ces plateformes-là, eh bien, il faut les segmenter. Certains n'auront droit et n'auront besoin que de faire des opérations. Donc, par exemple, les développeurs vont déployer des services, lancer des instances ou n'importe quelle autre chose ou service à Amazon, comme AWS Lambda, j'en passe, et des meilleurs. Ils auront besoin d'avoir cet accès uniquement et il n'est pas nécessaire qu'ils aient l'accès, par exemple, à tous les logs qui surviennent sur l'infrastructure. Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas eux de s'occuper de ça. Donc, il faut vraiment segmenter ces utilisateurs et bien avoir en tête, lorsque l'on déploie son infrastructure, quels droits seront nécessaires pour chaque type d'utilisateur. Donc j'en ai nommé trois ici, opération, administration et auditeur. Typiquement, l'auditeur, c'est une personne qui est là pour auditer la plateforme et le déploiement qu'on a fait sur l'infrastructure Amazon Web Services. Donc c'est plutôt des droits en lecture dont il aura besoin. Alors pour cela, Amazon a mis en place YAM, qui est très bien fait, hein, qui vous permet facilement de gérer les utilisateurs, les politiques qu'on peut attacher à ces utilisateurs-là, de gérer en même temps les mots de passe, etc., et les clés d'accès. On peut également, à partir de ces politiques-là, auditer ces politiques ou simuler
les politiques pour bien visualiser quels droits sont disponibles chez Amazon Web Services. Donc, cette partie YAM est très importante. Si on prend un cas d'attaque très simple, si un utilisateur a accès par exemple à tous les volumes de l'infrastructure, et ben, potentiellement il est capable de récupérer toutes les données qui sont stockées sur les volumes de l'infrastructure, donc des instances. Donc, sans aucune, on va dire, faille de l'infrastructure Amazon Web Services ou de notre propre déploiement chez Amazon Web Services, on s'apercevra que si on configure mal le contrôle d'accès, eh bien, on laisse une porte ouverte à la fuite de données et de façon très simple. Donc, vraiment utiliser ce service d'Amazon Web Services qui permet de configurer très finement les utilisateurs et leurs permissions, à la fois pour l'identification, l'authentification et les autorisations à mettre en place. Toujours respecter la pratique des moindres privilèges, ne donner accès qu'à ce que l'utilisateur a besoin et pas plus. La deuxième chose à ce niveau-là, c'est qu'on peut configurer l'authentification à facteur multiple, et c'est une recommandation de désactiver le compte root, qui est le compte administrateur par défaut, et d'utiliser alors soit des devices spécifiques pour faire de l'authentification en facteur multiple, soit Google Authenticator qui est disponible par exemple sur des applications. Donc on s'aperçoit ici, ce sont vraiment les mêmes pratiques de sécurité et les mêmes règles générales qu'on utilise dans toute infrastructure informatique. Elles sont juste adaptées à l'infrastructure cloud et à Amazon Web Services. La deuxième chose dont il faut faire très attention, c'est la segmentation réseau. On a en général des réseaux de production, pré-production, staging, test ou je ne sais quoi. Et chaque environnement doit être cloisonné. On peut par exemple utiliser un VPC par environnement. C'est une possibilité qui permet de bien cloisonner tous nos environnements et de limiter les accès. La deuxième chose ici, c'est que plus tard, dans le slide, je vous montrerai, il faut aussi, comme dans toute infrastructure, lorsqu'on va avoir des environnements de développement ou de test, on va souvent avoir des données, et ces données sont bien malheureusement issues souvent de données de production qu'il faut absolument anonymiser ou alors limiter cette utilisation-là. Les conseils généraux restent bien évidemment valables sur Amazon Web Services. Donc, dans la partie cloisonnement réseau par VPC, il est recommandé d'utiliser toutes les fonctionnalités d'Amazon et de ne pas laisser les configurations par défaut. Bien souvent, on va trouver des configurations où entre security group ou entre sous-réseau, on n'aura pas de contrôle d'accès. Ce qui veut dire que bien que vous ayez pensé faire un réseau privé et un réseau public, et ben, si vous ne mettez pas de contrôle d'accès entre ces sous-réseaux, vous n'avez pas fait en fait deux réseaux, vous avez fait un seul sous-réseau public. Les recommandations sont également d'utiliser soit ce qu'on appelle des jump box ou bastions, c'est-à-dire des machines qui seront ouvertes sur Internet, mais qui seront dédiées pour ça, ça sera leur rôle. Elles pourront permettre à tout utilisateur d'accéder à l'infrastructure à partir de n'importe quel endroit et de n'importe quel device sur Internet, et de pouvoir ensuite re-rentrer dans le système et dans les sous-réseaux privés. On peut également utiliser des VPN à ce niveau-là. La troisième chose qui est extrêmement importante dans une infrastructure cloud, c'est une visibilité et un inventaire de ce qui est déployé dans l'infrastructure. C'est très facile en fait, à partir d'une console web, de déployer énormément d'instances ou avoir des automatisations par interface de programmation sur Amazon, mais il faut absolument connaître et savoir ce qu'on a. Donc, auparavant, dans les data centers, quand on déployait nos infrastructures, on commandait les serveurs, donc c'était assez aisé de savoir ce qu'on avait. Quand est venue la virtualisation,
c'est un petit peu plus compliqué parce que les utilisateurs, des fois, démarraient des machines virtuelles. Eh bien, là, c'est encore une échelle de plus et il faut absolument avoir un outil. Donc, actuellement, Amazon Web Services propose AWS Config avec 20 règles qui permettent de savoir quelle partie de service est utilisée et qu'est-ce qui est déployé en termes d'infrastructure. La deuxième chose qu'on peut faire pour faciliter l'inventaire, c'est d'utiliser les tags dans Amazon Web Services. Si vous essayez dans votre console d'identifier tous vos environnements, que ce soit du VPC, des instances, des bases de données ou autres, ou des services EMR, donc Hadoop ou autres, c'est très difficile si vous ne commencez pas à taguer votre infrastructure. Alors, avec vos propres on va dire, nomenclature, hein, vos conventions de nommage, mais il faut absolument avoir quelque chose qui vous permette d'identifier rapidement quels sont les serveurs qui correspondent à une partie d'infrastructure ou une autre, et les services également. Donc c'est pour ça les tags sont très importants. N'hésitez pas à en mettre et à les utiliser pour faire des filtrages rapides. Le quatrième point qui est important, on le sait à peu près tous, c'est les logs. Alors, les logs, il faut bien évidemment loguer ce qui se passe dans vos applications. Alors souvent ça c'est fait et puis on redirige rapidement les logs dans ce qu'on appelle un SIEM, un System Information and Event Management, pour essayer de détecter des comportements anormaux ou avoir des alertes sur des attaques ou des comportements déviants. Il faut également loguer tout ce qui se passe au niveau des API Amazon Web Services. C'est une nouvelle chose qui apparaît avec le cloud, mais c'était quelque chose qui apparaissait avant dans les infrastructures virtuelles où on pouvait rediriger les logs des hyperviseurs ou des ESX chez VMware afin de savoir ce qui s'était passé. Et bien là, c'est encore plus vrai chez Amazon avec les API, puisque beaucoup de choses sont automatisées et utilisent les API pour pouvoir agir sur l'infrastructure. Il faut absolument loguer tout ça et avoir une vue claire et simple. Donc, on peut également loguer les flux réseau, c'est assez récent, mais c'est important puisque maintenant on peut avoir de la visibilité sur ce qui se passe dans notre réseau. Bien sûr, tout ça, il faut le coupler à de l'utilisation d'API et d'automatisation avancée sur Amazon Web Services. Le cinquième point que je tenais à aborder ici, ce sont les images et les instances. Il ne faut pas croire que parce qu'on va démarrer des serveurs ou des instances dans le cloud d'Amazon, que tout va être fait automatiquement. C'était une des premières erreurs au début où les gens déployaient une image, disaient j'ai pas de serveur web. Oui, le serveur web, il faut quand même l'installer. Là, la problématique est la même pour la sécurité. Il faut que vous ayez des images que vous mainteniez à jour avec les dernières versions des logiciels, des configurations durcies dans Amazon Web Services. Mais juste avoir les images à jour, ça ne suffit pas. Il faut détecter les vulnérabilités des instances, hein, donc les serveurs virtuels qui tournent sont les instances, donc il faut savoir quand eux ont des vulnérabilités afin de pouvoir les corriger et remplacer avec des images qui sont à jour. Donc encore une fois, les tags ont une utilisation extrêmement importante dans ce cadre-là. Tout simplement, si on imagine de taguer les images de ce qu'on fait, les images des serveurs sur Amazon Web Services, hein, les images, c'est un petit peu les modèles des machines virtuelles. À ce moment-là, il sera très facile de pouvoir récupérer tout ça dès qu'on voudra chercher les machines virtuelles qui correspondent à telle image. Et on saura automatiquement l'ensemble des machines qu'on doit mettre à jour quand on sait qu'une image devient obsolète. Alors pareil, toutes ces images, il faut les gérer.
on ne peut pas se permettre de stocker toutes ces images et de ne pas les nettoyer. Quand une image n'est plus à jour, eh ben, il faut prévoir qu'elle soit décommissionnée et enlevée. Le deuxième problème qui apparaît ici, c'est lorsqu'on veut partager. C'est très simple de partager entre utilisateurs des images. Hein. Chaque utilisateur peut donc du coup lancer une instance à partir d'une image. On peut le partager entre comptes Amazon Web Services. Donc ça permet de très facilement donner accès à une solution dont on veut faire tester par un utilisateur d'Amazon Web Services. Par contre, il faut absolument faire très attention à tout ça parce que c'est les volumes et c'est les volumes EBS qui contiennent les données de vos instances. Donc lorsque vous faites un partage, vous donnez automatiquement accès à ces données qui sont stockées sur ces volumes-là. Donc une façon de détecter les vulnérabilités des instances, avant de savoir quand est-ce qu'il faut les mettre à jour, c'est d'utiliser AWS Inspector. Alors, actuellement, AWS Inspector marche par agent et il n'y a que peu de tests faits dessus. On retrouvera les vulnérabilités connues, donc ce qu'on appelle les CVE, Common Vulnerability Exposure. On retrouvera des tests de configuration, mais par exemple, on ne retrouvera pas forcément de tests de serveurs web lorsqu'ils seront déployés sur ces instances Amazon. Le sixième point est la gestion des clés sur Amazon Web Services. Donc, bien sûr, on retrouve les mêmes pratiques qu'on retrouve dans une IT traditionnelle, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des rotations de clés avec la suppression des anciennes clés. Il faut éviter de partager les clés, et notamment les clés d'API. Alors, quand on peut le faire, on peut utiliser l'interface YAM d'AWS qui permet de faire de la délégation par rôle. C'est-à-dire qu'on donne, plutôt que de mettre une clé d'API sur une instance et de faire un script qui automatise, on donne le rôle à l'instance d'être capable de faire telle ou telle chose dans l'infrastructure AWS. Ça pourrait être par exemple une instance qui contrôle les backups. Donc elle aurait le droit de faire les backups et à intervalles réguliers de déclencher des snapshots dans l'infrastructure AWS pour faire ces backups-là. Quand on ne peut pas, bien sûr, on peut utiliser un utilisateur dédié plutôt que de partager les clés d'API. Alors, les clés sont aussi utilisées pour du chiffrement, donc on retrouve un HSM chez Amazon Web Services qui s'appelle AWS Cloud HSM. On retrouve cette fonctionnalité-là. On retrouve aussi une fonctionnalité de gestion de clés, on va dire un petit peu plus simplifiée, qui est AWS Key Management Services, qui permet de gérer des clés et de faire de la rotation de clés de façon assez simple. Et c'est actuellement disponible pour plusieurs services, dont par exemple EMR. EMR, donc c'est l'ancien cluster Hadoop, qui peut avoir besoin de clés pour l'encryption des nœuds du cluster. On peut le faire avec cette partie-là, AWS Key Management Services, qui du coup gérera automatiquement la rotation des clés. On recommande encore une fois le chiffrement de bout en bout sur les infrastructures. Donc le chiffrement, que ce soit au niveau S3, chiffrer les logs, c'est maintenant possible de chiffrer ce qu'on appelle des buckets, donc des S3, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Les données, il faut les chiffrer donc quand on les a en stockage persistant, bien sûr. Donc c'est aussi disponible pour EBS, qui sont les volumes des instances Amazon. Ils font aussi les chiffrer lorsqu'on fait du transport. Alors, soit quand on transporte des données de son infrastructure informatique jusqu'à Amazon Web Services, ou alors on va dire, entre services Amazon Web Services et même voire entre instances Amazon Web Services. Si je reprends l'exemple de EMR, en fait, chaque nœud du cluster, on peut chiffrer les communications et bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Donc, les points qui sont valides dans une infrastructure traditionnelle,
le reste encore, hein, il faut sauvegarder et tester les restaurations régulièrement. Et quand on peut, on versionne les données. Typiquement, quand on est dans du stockage S3, on a possibilité de versionner ces données. On le voit aussi chez Amazon Web Services qui utilise ce système-là. Quand on crée des politiques pour les utilisateurs IAM, ces politiques-là sont par défaut versionnées. Donc, et le dernier point, c'est faire très attention lorsqu'on supprime une instance, de ne pas forcément supprimer les données qui sont attachées, mais de bien délier cette chose-là et se rappeler que les briques du cloud computing, les briques de base, sont de 3 types. C'est ce qu'on appelle la partie compute, donc CPU mémoire, la partie stockage et la partie réseau. Il est également recommandé d'utiliser des certificats SSL TLS soit pour ces services, soit pour les interactions entre les services d'Amazon Web Services. Donc on retrouve ici les problématiques traditionnelles de gestion de certificats, de liste de révocation, les recommandations d'utiliser les dernières versions de protocole avec les dernières suites de chiffrement et notamment les suites de chiffrement fortes intégrantes de l'AES. Pour ça, AWS a mis en place assez récemment un service qui s'appelle AWS Certificate Manager, qui permet également de faire ça. Donc on retrouve tous les services dont on a besoin pour construire son infrastructure et la sécuriser chez Amazon. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut continuer à auditer et configurer des alertes de sécurité pour le déploiement chez Amazon Web Services. Alors, on peut retrouver des guides qui sont édités par le Center for Internet Security sur Amazon. Donc, un sur les fondations même des services Amazon Web Services, hein, qui vont tester par exemple tout ce qui est au niveau du AWS IAM. Est-ce que vous avez du multifactor? Est-ce que vous avez bien désactivé les clés d'API pour la compte-route? Est-ce que vous avez bien plusieurs niveaux de comptes d'utilisateurs, etc. On retrouve la même chose pour les architectures 3 tiers web. Donc, est-ce qu'il y a bien séparation des serveurs front, des applicatifs et bases de données? Est-ce qu'ils sont bien isolés en termes de réseau et les communications sont sécurisées, hein? Les guides sont assez exhaustifs, comprennent en général plus d'une centaine de points de validation. Et ensuite, il faut mettre en place une surveillance continue. Donc, ce que met en valeur le Center for Internet Security, c'est une partie sur IAM, une partie sur les logs avec CloudTrail, mais également sur les security groups. Il faut faire attention de ne pas avoir des ports d'administration tels que SSH ou RDP qui soient ouverts à la terre entière, donc à tout Internet, le fameux 0.0.0/0. Il faut faire attention que les sous-réseaux aient bien des listes de contrôle d'accès. Et il faut faire attention aux services déployés sur AWS et au stockage. On peut très bien avoir une partie, on va dire, très sécurisée sur son architecture web, remplir tous les standards et ce qu'on peut imaginer en termes de sécurité. Si jamais on donne des données sur Amazon S3, hein, que ce soit temporairement afin que un autre utilisateur vienne les récupérer, si cet accès à Amazon S3 n'est pas restreint aux utilisateurs qui ont besoin d'y accéder, mais ouvert à tout le monde, et bien alors, on a une sécurité qui est équivalente à 0, puisque toutes les données pourront fuiter par là, sans même avoir besoin d'attaquer le service web. La dernière chose, c'est l'éducation des utilisateurs de votre entreprise qui vont utiliser Amazon Web Services. Attention, c'est un nouveau mode de fonctionnement pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont habituées à la virtualisation ou à des infrastructures, on va dire, on-premise, donc dans le réseau de l'IT. Ici, c'est complètement différent. C'est dans le cloud, c'est des accès distants, c'est disponible à la demande. On peut automatiser tout ça avec les clés d'API. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ce mode de fonctionnement qui est tout nouveau pour les utilisateurs
et dont ils peuvent être un petit peu perdus. Donc il faut bien leur expliquer les concepts du cloud computing, hein, et les fondamentaux, euh, qui, je le rappelle, sont les accès distants, les environnements multitenants. Les utilisateurs sont pas forcément conscients qu'ils sont dans un environnement multitenant. C'est assez transparent quand on voit l'interface. Ensuite, il faut leur expliquer les risques de sécurité, et notamment que la sécurité, lorsqu'on déploie un service, il faut en tenir compte de bout en bout, et il faut l'intégrer dès le départ. Donc pour ça, vous avez énormément de ressources qui sont disponibles sur Internet, donc soit sur le site d'Amazon, soit sur le site de Secloud IT. On a un blog qui donne pas mal de conseils, de recommandations, et qui expose ces faits-là. Donc n'hésitez pas à aller voir le blog. On propose aussi une solution qui est nommée Elastic Workload Protector, qui permet de faire le point 9 des recommandations, qui est l'audit de sécurité de la plateforme, mais qui a aussi des points, d'autres points, comme par exemple être capable d'avoir un inventaire externe, hein, un petit peu ce que fait AWS Config, mais avec une vue extérieure et hors fournisseur Amazon Web Services. Voilà, donc ce point 10 est le dernier, mais il est très important, car une des premières failles de sécurité de votre infrastructure déployée chez Amazon Web Services provient des utilisateurs et de l'utilisation qui est faite d'Amazon Web Services. Et ce n'est pas forcément des comportements malveillants, c'est bien souvent, et malheureusement, parce que les personnes ne savent pas et n'ont pas été formées ni responsabilisées sur ce qu'elles pouvaient faire et ce qui était possible de faire dans un cloud. Bon, nous serons présents le 27 juin à la WS Summit. Donc on pourra, si vous le voulez, échanger sur ces sujets-là. Mais vous pouvez d'ores et déjà poser des questions sur cette présentation et ces 10 points de meilleures pratiques de sécurité que j'ai abordé de façon peut-être succincte pour certains. À vous de me dire. Florian, est-ce que tu vois les questions? Oui, Frédéric, je te remercie pour cette présentation et on a déjà quelques questions, donc je vais te les lire. Donc la première, c'était sur quel standard de sécurité vous basez-vous pour la rédaction de ces 10 bonnes pratiques de sécurité? Alors, en fait, ces 10 bonnes pratiques de sécurité sont basées sur toute une partie qui est faite par Amazon Web Services, hein, depuis maintenant au moins 6 ans. Amazon expose ce problème de partage de responsabilité dans toutes ses keynotes, dans toutes ses sessions de sécurité. Ça rejoint complètement ce qui est fait par le Cloud Security Alliance. Donc le Cloud Security Alliance, c'est un groupement des industriels et des professionnels de la sécurité dédiés sur les infrastructures cloud. Donc c'est une synthèse de tout ce qui a été écrit, on va dire, par les experts sécurité de renommée mondiale sur la sécurité des environnements cloud, avec ici un focus sur Amazon Web Services. Donc on peut, je ne sais pas si certains connaissent les organisations comme le NIST, pour la standardisation technologique. On retrouve aussi des préconisations qui sont faites par le NIST. D'accord, merci. L'autre question, quelles sont les fonctions d'Amazon Inspector en comparaison d'un scanner de vulnérabilité comme Nessus ou Qualys?
Alors, Amazon Web Inspector, en fait, c'est un scanner de vulnérabilité qui marche par agent. Donc, jusqu'ici, AWS Inspector ne supportait pas tous les systèmes. Donc, il supportait les derniers systèmes Windows et les derniers systèmes Linux, Amazon Web Services, bien sûr, Linux Debian de mémoire, Linux Ubuntu, peut-être quelques Red Hat, mais il n'y avait pas toutes les versions dues au problème des agents. Donc, ça, c'est déjà une chose, c'est qu'avec cet outil-là, par rapport à un Nessus ou Qualys, vous ne couvrirez pas toutes vos instances. La deuxième chose, c'est que AWS Inspector, alors bien sûr, hein, je parle actuellement en ce moment, c'est un outil qui évolue. AWS Inspector a les vulnérabilités connues, donc comme Nessus, comme Qualys, j'en passe d'autres, même Security. Mais il lui manque des fonctionnalités de test, par exemple, sur les applications web qui sont déployées sur les instances Amazon. Sur le site d'Amazon, si vous tapez AWS Inspector, ou que vous allez le déployer dans votre console, vous trouverez automatiquement un lien qui vous redirige sur tous les tests qui sont mis en place par AWS Inspector. Et vous retrouverez trois grandes catégories. Donc les vulnérabilités connues, ce qu'ils appellent la configuration, donc configuration de base, et la partie runtime. Voilà, j'espère avoir répondu sur cette partie-là. Merci pour ce tour. Une autre question qui concerne plutôt l'actualité avec la cyberattaque WannaCry. Est-ce que les serveurs sur AWS ont pu être impactés par cette cyberattaque? Oui, bien sûr. En fait, si on prend des attaques comme WannaCry, cette attaque-là est due à une vulnérabilité connue, donc quelque chose qui a été exposé en début d'année et qui n'a pas forcément été patché, et couplé à, on va dire, une faiblesse dans le protocole SMB-V1. Donc, ça, si l'utilisateur n'a pas fait attention sur son infrastructure et sur son déploiement dans l'infrastructure Amazon Web Services, eh ben, tout simplement, il est vulnérable à ce type d'attaque-là. Et comme dans Amazon Web Services, il existe, comme dans toute infrastructure, du partage, hein, que ce soit soit pour les données, les disques, soit par exemple pour Amazon S3 ou autre, eh bien, sur une partie qui aurait été déployée avec du Windows, la propagation aurait été exactement la même. Alors, peut-être avec un petit bémol de différence quand on va avoir besoin d'attaquer directement un S3 avec une ligne de commande Amazon S3, hein, le kit. Peut-être que ça, c'est pas forcément, ça serait pas forcément passé. Par contre, tout le reste est valable. Hein. Quand on avait des partages entre serveur Windows, et ben, ça reste également valable. L'attaque se serait déroulée de la même façon et s'est déroulée de la même façon. Je dirais la seule chose qu'on peut faire contre ce type d'attaque-là, c'est agir en mode préventif, c'est utiliser les outils qui sont à disposition, donc soit Amazon Inspector, soit d'autres outils tels qu'ils ont été cités, pour détecter au plus tôt les vulnérabilités et avoir des instances qui sont à jour. Une autre question plus générale, c'était les liens entre la sécurité d'AWS et la RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Alors, c'est assez simple. Le règlement général sur la protection des données, il impose d'avoir, par exemple, une traçabilité. Et cette même traçabilité des actions qui sont faites, hein, répondre à la question qui a fait quoi, quand et comment, c'est ce qui est une des pratiques de sécurité de base et ce qui peut être mis en place avec des choses comme AWS CloudTrail
à AWS Flowlog ou CloudWatch. Euh, donc ça, c'est une partie. Si on regarde aussi la RGPD d'un petit peu plus près, à un moment, il est dit qu'il faut avoir forcément l'inventaire qui soit à jour. Donc on retrouve ça parmi les meilleures pratiques de sécurité. Et on va aussi trouver des choses comme gérer et mettre en place une gestion des vulnérabilités. Donc ce qui est aussi une des recommandations de sécurité chez Amazon Web Services. Donc, une autre question, y a-t-il des cas d'implémentation avec plusieurs VPC dans un tenant? Donc, plusieurs VPC dans un plan, oui, si on considère, là, si la question est de dire dans un compte, est-ce qu'on peut faire plusieurs comptes VPC? Bien sûr, ça c'est possible, il n'y a aucun problème et vous pouvez justement donner des accès. Vous pouvez également créer des VPC dans différentes régions. En fonction, là ça rejoint un petit peu la question précédente de réglementation sur la protection des données. C'est en fonction des contraintes que vous avez. Si vos données ont des contraintes de géolocalisation, eh bien vous pouvez utiliser des VPC dans certaines régions. Et vous pouvez créer des VPC par compte, plusieurs VPC dans un compte, dans une région. Il est également possible, quand on veut encore plus, on va dire, séparer ces environnements, de créer plusieurs comptes, de faire ce qu'on appelle le consolidated billing, c'est-à-dire que tous les comptes vont au final être sur la même facture, hein, vont être regroupés. Par contre, c'est des comptes complètement différents et complètement cloisonnés. Merci pour ce retour. Une autre question, la différence avec Amazon Inspector qui est avec agent et les solutions sans agent. Bon, là, si on revient sur des modes entre agent et sans agent, on a d'un côté des fonctionnalités en plus quand on a un agent, c'est-à-dire qu'un agent va pouvoir vous dire ce qui se passe en termes d'exécution, hein, pour faire une étude on va dire de la mémoire ou du CPU ou autre. Donc ça c'est un plus. Euh, Si on est dans un mode sans agent, donc on n'a pas ces informations-là. Par contre, dans le cadre d'Amazon Inspector, où le but premier était de trouver des vulnérabilités, pour des vulnérabilités, on n'a pas forcément besoin d'avoir un agent et de faire une analyse de la mémoire pour trouver un ransomware en cours d'exécution ou quelque chose de ce style-là. Le deuxième problème des agents, c'est qu'il faut assurer la communication entre, on va dire, le centre de gestion de ces agents-là et les agents. Et ça, c'est toujours un problème d'avoir cette communication-là, parce que lorsqu'on perd cette communication-là, on perd toute visibilité sur la machine et sur ce qu'il peut y avoir dessus. Le troisième problème, c'est qu'il faut les maintenir, ces agents-là, ce qui est toujours délicat. Et ce qui est la preuve en est, c'est que dès sa sortie, AWS Inspector ne supportait on va dire qu'un set très restreint des systèmes d'exploitation qu'on pouvait utiliser sur Amazon Web Services. Alors, nous, à Cloud IT, on a une position qui est un petit peu qui prend parti sur ce sujet-là, agent ou sans agent. On considère que aujourd'hui, dans les infrastructures virtuelles ou cloud, il faut éviter de commencer à déployer des agents dans tous les sens. Parce que d'une part, on va commencer à prendre des ressources aux machines virtuelles. Et si on cumule, je ne sais pas, 2% par agent, quand on commence à mettre un agent de backup, un agent d'antivirus, un agent
par exemple de détection de vulnérabilité ou encore d'autres, eh bien, on va commencer à prendre une part importante des ressources de la machine virtuelle, alors que justement, on est là dans une infrastructure cloud où tout est automatisable par API. Donc, pourquoi utiliser encore des agents et tout simplement ne pas demander à l'hyperviseur quel est l'ensemble des machines virtuelles qui sont dans l'infrastructure. Ça se fait par un appel par interface de programmation, alors que sinon, il faut faire un scan réseau ou essayer de joindre les agents et il faut les avoir prédéployés avant. Donc, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus automatisable et ça scale. Donc, excusez-moi, j'ai pas le terme français. Hein, ça passe à l'échelle beaucoup plus facilement que des solutions avec agents. Et encore une question, j'ai déjà un scanner de vulnérabilité sur mon infrastructure traditionnelle. Est-ce que j'ai besoin d'un autre qui sera dédié au cloud? Alors, ça, je dirais, tout dépend de ce que vous avez déployé et ce que fait votre scanner et ses possibilités. Euh, En fait, tout simplement, si vous êtes dans votre infrastructure avec votre scanner de vulnérabilité, si jamais vous déployez un VPC, donc avec une seule, un bastion hein, pour pouvoir accéder à votre infrastructure sur Amazon Web Services, il va falloir configurer le fait que votre scanner en interne puisse aller interroger ou faire des tests sur vos instances qui sont déployées dans un sous-réseau privé chez Amazon Web Services. Alors, ça va être compliqué à configurer. Si vous ne pouvez pas déployer, idéalement, hein, si vous ne pouvez pas déployer directement un scanner de vulnérabilité dans votre environnement chez Amazon Web Services, ça peut être difficile. Après, si votre scanner de vulnérabilité ne sert qu'à scanner un site web qui est disponible en ligne chez Amazon Web Services, vous pouvez très bien le faire avec votre scanner traditionnel en interne. Et, une autre question, comment connaître toutes mes ressources déployées sur AWS si je n'ai pas mis des tags? Alors, peut-être j'ai été un petit peu, j'ai manqué de clarté dans ma présentation. Les tags c'est pas forcément les tags qui vous permettent d'avoir la visibilité complète. Hein. Il faut avoir les autres outils qui sont soit AWS Config ou autres. Les tags sont que un outil supplémentaire qui facilite l'utilisation des consoles Amazon ou des outils de visualisation comme AWS Config, etc. pour avoir des recherches beaucoup plus simples et mieux visualiser votre infrastructure. Après, si vous n'avez pas déployé AWS Config, vous pouvez utiliser des logiciels tierces. Typiquement, notre solution Elastic Workload Protector fait un inventaire complet des ressources que vous avez déployées chez Amazon. Donc, vous êtes là capable de récupérer dans une même console toutes les instances, tous les sous-réseaux, toutes les règles de pare-feu, etc. que vous avez déployées, et donc d'avoir l'inventaire précis de ce qui est fait là. Ça, c'est en fait, c'est par le travail par interface de programmation et l'automatisation poussée qu'on arrive à avoir des inventaires qui sont bah, constamment à jour, puisque le but est là, hein, sur une infrastructure cloud qui peut changer d'une minute à l'autre, et notamment quand on utilise des fonctionnalités comme l'autoscaling, il faut être capable d'avoir un inventaire qui se met à jour automatiquement en fonction de ce qui est détecté donc, sur l'infrastructure. Une autre question, j'ai noté que vous avez mentionné le Shadow IT. Pouvez-vous m'expliquer comment se prémunir du Shadow IT dans AWS et quels outils utiliser? Alors, en fait, le Shadow IT sur Amazon Web Services, ici, c'est dans un cadre où on utilise par exemple des clés d'accès
aux API et qu'on utilise aussi des partenaires qui viennent se connecter sur l'infrastructure. Donc, pour se prémunir d'une partie de Shadow IT dans Amazon Web Services, ce qu'il faut, c'est gérer, configurer et gérer très strictement tous ces utilisateurs et ces clés d'API qu'on a pu déclarer par exemple dans AWS YAML. Hein, si on fait un exemple simple ici, si on donne accès à un partenaire pour qu'il puisse se connecter sur une instance avec des clés d'API, ou sur une partie d'infrastructure Amazon Web Services avec des clés d'API, à ce moment-là, il faut être sûr qu'il ait besoin de faire tout ça. Et il a peut-être juste besoin, si ce partenariat est par exemple en charge des backups, de se connecter sur une machine dans votre infrastructure AWS qui, elle, a besoin et a le rôle pour être capable de gérer les backups. Et donc, vous limitez ainsi les droits sur votre infrastructure à votre partenaire et donc les possibilités qu'il démarre des instances, qu'il fasse des choses dans votre infrastructure sans que vous soyez au courant. Alors, il peut faire ça de façon non malveillante. Hein. Ça peut être tout simplement un partenaire qui, pour des besoins, pour tester un petit peu que les backups sont faites régulièrement et qu'elles sont restaurables, hors programmation de vos phases de restauration de backup, peut être capable de lancer une instance pour voir que le backup s'est fait correctement ou identifier quelque chose. Mais malheureusement, si jamais il n'arrête pas ces instances-là, eh ben, ça devient du Shadow IT. Merci pour ce tour, Frédéric. Et concernant la question de quels outils utiliser? Alors, pour les environnements de sécurité, pour sécuriser son environnement et son déploiement dans Amazon Web Services, vous avez deux types d'outils, je dirais. Les premiers, c'est les services justement que vous fournit Amazon Web Services. Hein. Tout ce qui est YAML, tout ce qui est AWS Config, tout ce qui est AWS CloudTrail, Flowlog, etc. Tout ça, c'est même SNS. Hein. Amazon Web Services vous permet de vous envoyer des alertes via certains de ces services qui sont complètement reliés les uns aux autres. Il y a une extrême intégration et interopérabilité des services d'Amazon Web Services. Donc ça vous permet de mettre déjà en place toute une partie de sécurité, hein, rien qu'en vous appuyant sur ces services-là. Et après, vous avez des fournisseurs tierces qui sont pour des parties très spécifiques. Donc, notamment, vous pouvez aller sur la marketplace d'Amazon Web Services où vous nous retrouverez en tant que fournisseur de solutions de Elastic Workload Protector. Donc, c'est pour le continuous monitoring et l'audit de sécurité sur Amazon Web Services. Gérer les bonnes configurations, mais vous retrouverez aussi nos concurrents, vous retrouverez les solutions de Web Application Firewall. Donc Amazon Web Services a son service pour faire du filtrage de flux web, mais vous avez aussi des solutions de tierces qui sont disponibles sur la marketplace d'Amazon Web Services. Donc deux types, hein. Utiliser tous les services Amazon ou utiliser des services tiers qui sont disponibles sur la marketplace. Merci pour ce retour, Frédéric. Là, je vois plus de questions dans le chat. Donc, je vous invite à nous envoyer vos autres questions par mail si vous en avez qui vont venir plus tard. Et comme ce webinaire touche à sa fin, je vous invite à aller le revoir sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. À partir de demain, il sera mis en ligne. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de la présentation, ainsi que toutes les questions et les réponses qui ont été données aujourd'hui par Frédéric. Donc,
je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous et j'espère vous voir lors de l'AWS Summit à Paris le 27 juin. Merci, Merci Florian. merci Frédéric.